Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble quelles sont les perspectives pour l'année 2024 alors que plusieurs professionnels, plusieurs instituts anticipent une stabilisation des taux pour l'année 2024, même si ceux-ci devraient et dépassent d'ailleurs déjà les 4% pour un certain nombre d'emprunteurs. Ce sera donc autant de questions que nous poserons à Yann Géano, président de Laforêt France. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une classe d'actifs particulière, les infrastructures, les investissements dans les infrastructures. Est-il trop tard pour y investir alors que c'était l'investissement mis en avant par un certain nombre de professionnels de la gestion de patrimoine l'année dernière et encore l'année d'avant? Autant de questions que nous poserons à Cédric Marc, président de Patrimonio Finance, mais aussi à Thibaut Richon, directeur de gestion, mais aussi responsable multistratégie infrastructure chez Sven Capital Partner. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine, avec qui nous nous poserons une question: pourquoi la défiscalisation est une mauvaise façon finalement de développer son patrimoine? Une question qui se pose quelques jours avant la fin de l'année, justement le temps qui reste à ceux qui voudraient pour optimiser leur fiscalité. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition ou à l'investissement immobilier donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble en cette fin d'année 2023 ce qui attend les vendeurs et les acquéreurs en matière donc d'immobilier pour l'année 2024 à venir. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Laforêt France. Alors quand on regarde un petit peu les chiffres en matière d'immobilier, déjà on commence toujours par regarder les taux de crédit immobilier, puisque c'est un des indicateurs effectivement de la capacité d'achat des acquéreurs aujourd'hui. On regarde d'ailleurs très régulièrement plutôt ceux qui sont 20 ans et plus, parce que c'est les primo-accédants qui font un peu le marché, comme on l'entend souvent. Et là, on se rend compte que l'Observatoire Crédit Logement constate deux choses. C'est que déjà, on dépasse le niveau des 4% en matière de crédit immobilier, mais on s'attend quand même à une stabilisation de la hausse, ou en tout cas une diminution de la hausse, pas une diminution du taux de crédit, mais un ralentissement de la hausse pour l'année 2024. Et la question qu'on peut se poser, c'est, alors effectivement, on a eu une hausse conséquente et très rapide des taux de crédit immobilier en 2023. Est-ce que un ralentissement de cette hausse redonne un peu de souffle au marché, ou au contraire, le niveau élevé de taux de crédit immobilier continue à peser un petit peu sur les transactions, ou on continuerait, si je parle au conditionnel, à peser sur les transactions? Alors en effet, les taux ont augmenté de manière fulgurante. En fin novembre 2023, ils sont à 4,22%, toutes durées confondues en moyenne selon l'observatoire CSA à Crédit Logement. Bien sûr. Si on revient sur ce même observatoire il y a 2 ans, on était à 1,05%, oui. Donc multiplié par 4, un peu plus de 4 en 2 ans. Donc c'est extrêmement violent. Est-ce qu'on est dans une phase de stabilisation? En tout cas, on a l'impression que le pic est pas très loin devant nous, qu'on devrait l'attendre. Bien sûr. Est-ce que ça donnera beaucoup d'air, beaucoup de souffle au marché immobilier? Je ne sais pas, puisque le sujet n'est peut-être pas tant au niveau du taux auquel on emprunte, auquel on signe son crédit immobilier, que dans la capacité à se voir octroyer un prêt par sa banque. Et c'est plutôt là que le bât blesse, avec des critères d'octroi édictés par le HCSF qui sont très contraignants, et des banques qui, pour certaines, ne jouent pas leur rôle toujours en 2023 et ne prêtent pas sur l'immobilier. C'est là où ça bloque aujourd'hui, c'est plus tellement sur le niveau de taux de crédit. Alors effectivement, plus on emprunte à un niveau élevé, plus le crédit coûte cher. On pourrait se dire effectivement, même si on est dans un environnement un peu plus élevé, on a cette stabilisation du contexte finalement d'emprunt et du prix du coût de l'argent en tout cas, qui fait que chacun saurait comment se positionner. On pourrait se dire si ça reste suffisamment longtemps, peut-être que les prix vont baisser et que la dynamique va reprendre. Et là vous nous dites non, c'est pas ça, c'est plus la capacité d'emprunt en lien avec des règles, des normes émises par le HCSF. Exactement, le HCSF qui a mis en œuvre des règles qui ont été pensées à un moment où le marché de l'immobilier était en surchauffe, et des règles qui sont devenues contraignantes au 1er janvier 2022. On va rappeler que moins de 2 mois après la guerre entre
l'Ukraine et la Russie débutait, et qu'à l'été 2022, on a commencé à entrer dans cette phase de hausse des taux de la BCE ininterrompue jusqu'à il y a pas très longtemps. Donc une mesure contracyclique qui fait que les banques, ceinture et bretelles, ont eu du mal et ont encore beaucoup de mal à prêter à leurs clients en respectant ces critères. Et puis des stratégies de beaucoup d'enseignes nationales de ne pas aller sur l'immobilier, en tout cas d'être plus regardants sur les dossiers qu'ils finançaient. Et la difficulté du marché, elle est vraiment là. Et alors, la difficulté du marché, c'est des banques qui ne veulent pas prêter ou des banques qui ne peuvent pas prêter aujourd'hui? Ce sont des banques qui ne veulent pas prêter aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le HCSF octroie un quota d'exception aux banques qui est de 20%. Alors, qui vient d'être revu en tout cas dans les annonces, qui sont plutôt des annonces du type pansement sur une jambe de bois. Oui, c'est ça, il y a la règle et vous pouvez y déroger tant que ça tant que ça ne représente pas plus de 20% d'une certaine catégorie de crédit. Exactement, oui. Sauf que les banques y ont recours pour 14% en moyenne. Le gouverneur de la Banque de France en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc les banques, de toute façon, n'utilisent pas ce quota d'exception pour financer CQFD. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, une partie des banques ne font pas leur travail. Une partie le font, les banques régionales, les banques mutualistes, mais les banques nationales sont encore un peu plus à l'écart. Et d'ailleurs, il s'agirait de leur tirer les oreilles et les observer. C'est ce qu'on a cru comprendre du HCSF et du gouverneur de la Banque de France. Mais alors, comment l'expliquer, vous qui êtes un professionnel de l'immobilier, président d'un réseau immobilier en France, comment expliquer qu'à des taux de crédit plus élevés, donc des crédits plus rentables pour les organismes bancaires, on est du mal quand on veut acquérir une résidence principale ou quand on veut faire un investissement locatif, à obtenir un crédit immobilier? Alors d'une part parce que ces règles demandent d'avoir une quote-part d'apport, de ne pas s'endetter au-delà d'un certain nombre d'années, 25 ans par exemple, ce qui est peut-être ridicule lorsqu'on est primo-accédant et qu'on achète un logement à 25 ou 28 ans. On pourrait très concrètement s'endetter sur 2 ans de plus et sur 27 ans sans représenter de risque. On pourrait également laisser filer un peu plus l'octroi du crédit. On rappelle que la France propose des taux d'emprunt fixes et non variables, donc le risque est extrêmement minime que les Français ne puissent pas rembourser. On a tout simplement des banques qui, dans ce contexte, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas prêter parce qu'elles n'avaient pas de marge suffisante. Il semblerait aujourd'hui qu'elles annoncent pouvoir et vouloir prêter puisqu'elles arrivent maintenant à restaurer leur marge, à suivre sur l'année 2024. Est-ce que si on regarde de l'autre côté, si les prix de l'immobilier venaient à baisser plus fortement, ça pourrait redonner un peu de fluidité au marché? Alors effectivement, il y aurait des gagnants et des perdants, mais ça redonnerait de la fluidité au marché. Ouais, alors le marché n'a pas perdu non plus toute sa fluidité. On va être sur des niveaux de transactions qui sont similaires en volume à ce qu'on avait observé par exemple sur une année comme 2018, entre 900 et 950 000 ventes en France. D'accord. Ça reste extrêmement conséquent. Si les prix baissaient, évidemment, ça permettrait certainement à un certain nombre d'acquéreurs de se positionner plus facilement, mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, les prix de l'immobilier reculent de manière plutôt contenue. On est autour de 3,5% de baisse des prix en un an. C'est bien loin des 20 à 25% de pouvoir d'achat immobilier que les Français ont perdu par l'intermédiaire de la hausse des taux. Justement, c'est la question qu'on a un peu envie de vous poser, à vous, professionnels de l'immobilier, qui avez un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine. On entend souvent des gens nous dire, le coût du financement, le coût de l'argent donc devient plus élevé. Mécaniquement, les prix vont baisser et on va retrouver une situation qu'on a connue il y a quelques années. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Puisqu'aujourd'hui, finalement, on voit des prix qui diminuent légèrement, finalement, comme vous le disiez, par rapport à l'augmentation du coût de l'argent. Je crois qu'il faut pas s'attendre à une baisse extrêmement importante des prix. Les prix de l'immobilier n'ont pas dévissé, ils ne vont pas dévisser. Les acquéreurs l'ont bien compris d'ailleurs, puisqu'ils reconfigurent leur projet, ils renoncent à une partie de la surface qu'ils visaient, ils se délocalisent d'une station de métro, d'une station de train, ils envisagent des travaux alors qu'initialement ils ne voulaient pas en faire. Donc les acquéreurs qui sont sur le marché, qui sont motivés aujourd'hui, et ils sont tous très motivés, ont compris que cette baisse des prix se poursuivrait en pente douce. Jusqu'à quand, on ne sait pas. On peut voir que de l'autre côté de l'Atlantique, les prix sont de nouveau orientés à la hausse. Donc il suffit de quelques bonnes nouvelles pour que le marché de l'immobilier retrouve toutes ses couleurs. Merci beaucoup Yann Géano de nous avoir accompagnés dans les clés de l'IMO dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de La Forêt France. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble comment aborder l'investissement dans les infrastructures en cette fin d'année 2023. Reste-t-il des opportunités dans le secteur ou au contraire est-il déjà trop tard pour ceux qui voudraient y aller? Une question que nous allons poser à nos deux invités. Cédric Marc, tout d'abord, nous accompagne, président de Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes déjà exprimé sur le sujet sur Bismart il y a quelques semaines. On a voulu renouveler l'expérience justement pour comprendre un petit peu plus en détail vos convictions sur le sujet infrastructure. Nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Richon. Bonjour Thibaut Richon. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de gestion, responsable multistratégie infrastructure chez Swen Capital Partners. Swen Capital Partners, donc un fonds de capital investissement de non coté spécialisé pas que dans les infrastructures, mais aussi dans les infrastructures. Aussi dans les infrastructures, sur l'ensemble des classes d'actifs du non-coté, donc private equity, dette privée et infrastructure depuis 2008. Et alors, première question pour vous, Thibaut Richon. Vous êtes donc spécialiste de l'investissement en infrastructure. Est-il trop tard aujourd'hui pour investir dans les infrastructures? Pourquoi cette question? Parce qu'un certain nombre de professionnels de l'investissement, un certain nombre de gestionnaires ou de directeurs de gestion nous en parlent depuis déjà plusieurs années en disant effectivement il y a des choses à faire, il y a eu des grands plans d'investissement dans les infrastructures, il y a des grands besoins aujourd'hui, donc il faut y aller. Est-ce que 2 ans après, c'est trop tard? Est-ce qu'il y a encore des opportunités? Est-ce que c'est trop cher? Non, pas du tout. Enfin, c'est absolument pas trop tard. C'est une classe d'actifs à l'échelle institutionnelle qui est encore assez jeune, qui a une quinzaine d'années. Et je pense qu'on n'est qu'au début de cette classe d'actifs qui a de très beaux jours devant elle au regard des grandes tendances qui drive en fait le Bien marché. sûr, oui. Et c'est pas une classe d'actifs sur laquelle on peut non plus jouer le marché. On est sur le temps long, on est vraiment sur une classe d'actifs de long terme. Il est très dangereux de vouloir essayer de jouer le marché dans ces conditions-là, surtout dans le long côté. Alors pour ceux qui nous écoutent, je vais vous poser la question à vous, d'ailleurs Thibaut Richon, quand on veut investir en infrastructure, quand son conseiller en gestion de patrimoine nous dit il faut aller sur de l'infrastructure, on investit dans quoi concrètement? Alors, de manière générale, les infrastructures, c'est l'ensemble des équipements, des réseaux, des actifs en fait, qui fournissent des services essentiels aux populations. Et donc typiquement, on est sur 4 grands secteurs, l'énergie et l'environnement, le transport, les télécoms et les infrastructures sociales qui regroupent bien souvent des actifs de type bâtiment public, santé et éducation. Donc on est sur un panel d'actifs réels, essentiels, qui est assez large et qui justement s'inscrit dans un temps long sur des actifs qui ont des durées de vie de plusieurs dizaines d'années. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle en fait, cette classe d'actifs, au début, elle a plutôt été portée d'abord par la puissance publique, mais au regard des besoins de financement qui sont de plus en plus importants, et on parlera dans un instant des tendances qui font que l'opportunité de marché, elle ne m'a jamais semblé aussi importante qu'aujourd'hui. D'accord. Elle nécessite de s'ouvrir à l'investissement privé. Et ça a d'abord été des capitaux institutionnels. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça a du sens également pour les investisseurs particuliers. Parce que justement, les tendances que vous constatez aujourd'hui dans l'infrastructure, alors c'est vrai qu'on est sur des investissements longs, on est sur de la construction, donc c'est le temps de l'immobilier aussi, c'est le temps du bâtiment. Mais alors, quelles sont les grandes tendances que vous constatez aujourd'hui? Parce que on se rappelle juste qu'au sortir de la crise Covid, il y a eu des grandes annonces faites, alors aux États-Unis, mais aussi en Europe, justement, sur des plans de relance ou autres. Est-ce que c'était le début d'une nouvelle ère pour les infrastructures? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut le regarder? Pas forcément le début d'une nouvelle ère, mais en tout cas une ère où je pense qu'il y a eu une prise de conscience et surtout une accélération de la prise de conscience liée à certains enjeux, notamment les enjeux climatiques et donc les besoins de décarbonation. Ça, c'est une première tendance qui est extrêmement forte dans le domaine des infrastructures. Donc quand on investit dans l'énergie via les infrastructures, ça veut dire qu'on investit dans des panneaux solaires ou des éoliennes, par exemple? Exactement, dans les actifs d'énergie renouvelable type éolien ou panneaux solaires ou hydroélectricité, des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid. On parlait également de méthanisation, donc de production d'énergie à base de déchets issus de l'industrie agroalimentaire, avec une vertu circulaire très importante, puisqu'ensuite, il vous reste à la fin de ce processus-là un engrais naturel que vous pouvez réutiliser derrière dans les cultures. Bien sûr, oui. Donc il y a énormément d'applications en fait et de théories et de thèses d'investissement en ce qui concerne l'énergie notamment, mais pas que, il y a effectivement d'autres secteurs. Alors, donc la question portait sur les tendances, donc effectivement il y a les énergies. Donc la décarbonation. Très important. Le second, c'est la digitalisation qui touche tous les secteurs de nos économies et donc tous les sous-secteurs également de l'infrastructure, mais évidemment le secteur des infrastructures numériques, des
des infrastructures télécom. Donc là, on va parler de réseaux de fibre optique, de centres de données, de tours télécom. Et alors, fibre optique, pardon, hein, c'est une question peut-être qui est posée par quelqu'un qui tourne une émission à Paris, mais c'est encore un sujet, les développements de réseaux de fibre optique, c'est quoi? C'est en France, dans d'autres régions? Bien sûr, et c'est un marché, c'est à l'échelle mondiale. Hein. Il y a eu des pays comme la France, notamment, qui sont bien équipés maintenant déjà, parce que le régulateur a mis en place des schémas réglementaires qui ont favorisé et promu l'investissement sur des temps longs. D'accord. Et donc ça, c'est aussi une des vertus du dialogue qu'on peut entretenir entre les régulateurs ou la personne publique pour le financement de l'infrastructure et la construction des schémas réglementaires sur le long terme pour promouvoir cet investissement. Mais il y a beaucoup de pays qui sont encore en voie de rattrapage et d'équipement. D'accord. Donc quand on est un épargnant français qui va investir dans un fonds qui investit dans les infrastructures, on peut développer la fibre optique dans d'autres pays que la France, Exactement. par exemple. D'accord. Exactement. Et puis, vous pouvez prendre aussi d'autres types de risques. On n'est pas obligé d'investir uniquement dans de nouvelles infrastructures, mais des infrastructures déjà existantes, qui sont bien assises, bien établies, ce qui a aussi pour mérite, quand on est un investisseur particulier, de pouvoir réduire le risque, de pouvoir se référer à un historique déjà existant d'une infrastructure qui a pu prouver par le passé un historique de performance opérationnelle, financier et extra-financier de bonne qualité. Cédric Marc, l'œil du professionnel de la gestion de patrimoine sur les infrastructures, sur les investissements en infrastructures, puisque c'est proposé aux épargnants via des fonds. Donc vous, votre rôle, c'est de sélectionner des fonds et de dire ensuite aux épargnants si oui ou non, ça peut avoir un intérêt pour eux d'aller sur cette classe d'actifs et d'aller sur l'intermédiaire en question. Comment est-ce que vous voyez cette classe d'actifs aujourd'hui ? Tout d'abord, par rapport à la question que vous posiez à Thibault il y a quelques instants, moi je trouve que l'infrastructure depuis le Covid, c'est une prise de conscience que ça doit être à impact. Et ça, je crois que c'est le gros accélérateur. D'accord. Oui. Et puis, c'est un discours, bien évidemment, qui est relayé par les pouvoirs publics, par les entreprises, par les CGP, par les sociétés de gestion. Et donc, ça devient tout à fait normal. Et puis, c'est aussi sa contribution à apporter sa pierre à l'optimisation de la transition énergétique. Bien sûr. On en prend conscience. Alors, moi, j'ai sélectionné à peu près 7 à 8 possibilités d'investissement dans les fonds infrastructures. D'accord. Alors, je ne vais pas tous les détailler parce qu'on n'aura probablement pas le temps, mais par ordre de priorité en fonction du profil de risque. On va commencer par le plus défensif jusqu'à ce qu'on peut considérer comme le plus dynamique. Pour le premier, c'est que vous avez la possibilité d'investir dans un fonds en euros. Il y a un fonds, par exemple, chez Oradea, qui investit une partie de son actif général dans des projets d'infrastructure en complément des achats obligataires classiques. D'accord. Rentabilité cible l'année dernière, 2,50, peut-être un petit peu plus l'année prochaine. Après, le cran du dessus, vous en parliez dans votre introduction, c'est la possibilité d'investir dans des SCPI, comme par exemple celle de Perial, Hospitality Europe, où là, on va investir dans des universités, dans des EHPAD, dans des crèches, dans de l'hôtellerie. Rentabilité cible, à peu près 4%. Ensuite, le cran du dessus, on a des SLP, Société de libre participation, ou des FCPR, des fonds comme ceux de Generali, des fonds comme ceux d'AXA que l'on peut déposer dans des contrats d'assurance vie. Les rentabilités cibles sont entre 5 et 6% à peu près. Après, le cran du dessus, on a les fonds, les SICAV classiques, les EPCVM. Moi, j'aime bien un fonds qui s'appelle MNJ Global Liste d'infrastructures, qui investit dans des sociétés cotées, qui vont construire et suivre l'entretien. Bien sûr, sur le long terme. Oui. Après, on a bien évidemment des fonds de capital, de private equity, comme Sven, comme Andera, avec la possibilité d'investir soit dans de la dette, soit dans des fonds propres, avec des rentabilités qui vont, en fonction du profil de risque du fonds de private equity, à être supérieur à 10 ou supérieur à 15%. Et puis, aussi, une dernière possibilité, avant de vous parler du Joker, une dernière possibilité, c'est on peut aussi investir dans des ETF. D'accord. BlackRock ou Amundi qui fait... Infrastructure. Donc, mais sur le côté. Donc c'est forcément sur des infrastructures via des véhicules cotés, d'accord, oui. Mais vous avez aussi la possibilité, Nicolas, si vous le souhaitez, d'investir dans une infrastructure qui peut vous être chère. Par exemple, imaginez que pour votre résidence... Ça, c'est le Joker ? C'est le Joker. Ça, c'est le Joker, d'accord. C'est le Joker. Non, mais, imaginez que pour votre résidence secondaire, vous avez la chance de trouver une petite maison qui est au bord d'un cours d'eau, avec la possibilité peut-être de réexploiter un barrage. Eh bien, savez-vous que vous pouvez réinvestir dans un projet, de mini-centrale hydroélectrique, vous en parliez Thibault très rapidement tout à l'heure, et savez-vous que comme 2270 mini-centrales électriques en France qui sont sur les cours d'eau, savez-vous ce qu'elles produisent en électricité ? L'équivalent
tenez-vous bien, d'une centrale nucléaire en France. D'accord. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, ça ne produit pas de CO2, et puis, ni d'utilisation de matériaux rares. Bien sûr. Donc ça, c'était le joker, effectivement. Bon, il faut quand même habiter à côté d'un cours d'eau et pouvoir l'exploiter. Exactement. Mais si on peut le faire, effectivement, ça peut être intéressant. Si je comprends bien, Cédric Marc, quand on veut faire de l'investissement dans les infrastructures, il y en a pour tous les profils de risque. Ah bah, c'est évident. C'est évident. On peut, du fonds le plus défensif, fonds en euros, à la partie, permettez-moi de le dire, des fonds de private equity qui, effectivement, ce sont des durées qui sont bloquées sur 5, 7 10, ou 10 ans, avec des retours sur investissement qui sont en adéquation avec le profil de risque. Thibaut Richon, alors du coup je vous pose la question à vous, en lien avec ce que vient de dire Cédric Marc, c'est risqué d'investir dans les infrastructures quand on le fait via du capital investissement ? En fait, si vous êtes investisseur en fonds propres, vous prenez le même risque que tout investissement en fonds propres dans tout type d'entreprise. Là où les infrastructures sont moins risquées en tant que classe d'actifs, c'est que, encore une fois, on est sur des actifs qui sont essentiels au fonctionnement de nos économies et qui, par conséquent, bénéficient d'une assez faible élasticité par rapport à la demande. Et par conséquent, ça vous apporte un coussin de protection très fort, même en cas de retournement économique. Et c'est souvent, et c'est ce qu'a démontré la classe d'actifs depuis plus d'une quinzaine d'années, on est passé par plusieurs crises en 2008, en 2011, et puis plus récemment, vous parliez tout à l'heure du Covid, et puis même avec l'arrivée de la guerre en Ukraine en 2022. Les entreprises et les projets d'infrastructure se sont globalement extrêmement bien tenus et également dans le contexte plus récent de remontée des taux d'intérêt et de remontée de l'inflation. Les actifs infrastructures, dans l'ensemble, il faut toujours revenir à chaque fois aux fondamentaux et chaque situation est vraiment particulière. Mais dans l'ensemble, cette classe d'actifs a été extrêmement performante et notamment chez Swen, on a des performances à 2 chiffres en termes de rentabilité. Merci beaucoup, messieurs. Alors évidemment, cet investissement comme d'autres, il faut toujours faire attention au couple rendement-risque, mais on en a largement parlé dans cette émission. Merci de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Thibaut Richon, directeur de gestion responsable multistratégie infrastructure chez Swen Capital Partners. Merci également Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP, plus que quelques jours avant la fin de l'année 2023. Beaucoup se demandent donc comment optimiser leur fiscalité. Et bien justement, nous allons voir dans cette émission l'inverse. Nous allons nous demander pourquoi la défiscalisation est une très mauvaise façon de développer son patrimoine. C'est le parti pris de François-Xavier Seurre. Bonjour François-Xavier Seurre. Bonjour Nicolas Pagny. Vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Alors dites-nous pourquoi réfléchir en matière de défiscalisation n'est pas la meilleure façon de développer son patrimoine ? Parce qu'on va investir dans des choses où on va chercher la carotte fiscale. Et le souci, c'est que quand on cherche la carotte fiscale, c'est le meilleur moyen pour se faire avoir et pour faire justement de mauvaises performances. Il y a des produits qui sont construits pour faire du crédit ou de la réduction d'impôts, mais pas pour faire de la performance. Et en fait, moi, je préfère largement pour mes clients aller chercher des investissements qui vont faire de la plus-value, où on va aller chercher de la perf, plutôt que de courir après une carotte fiscale qui, au final, va moins bien fonctionner. Parce que quand on regarde les investissements, justement, de défisc avec l'avantage fiscal en fin, généralement, il vaut mieux aller chercher des choses qui vont permettre de développer, justement, son patrimoine. On peut faire en sorte de ne pas payer trop de fiscalité dessus. Il y a des dispositifs qui existent qui permettent de ne pas faire décoller sa fiscalité, mais il vaut mieux investir dans des choses qui permettent de ne pas faire décoller sa fiscalité, mais de développer son patrimoine, plutôt qu'aller chercher la carotte fiscale. Il vaut mieux avoir une performance qui couvre ce qu'on aurait payé en impôts plutôt que d'aller chercher à défiscaliser. Exactement. Quoi qu'il arrive, c'est ça ? Mais généralement, on va même chercher au-delà. Je vais vous prendre un exemple, le non-coté. Ouais. Le non-coté, c'est typiquement l'investissement qui est utilisé pour faire beaucoup de défis. Vous savez, c'est FIP Corse, les FIP Outre-mer, les FIP tout court, les fonds d'investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l'innovation. Toutes ces choses-là, ce sont des fonds qui sont hyper chargés en frais et qui ont pour objectif d'aller investir dans des sociétés qui sont éligibles. Ces sociétés éligibles, on va essayer un petit peu de tordre le modèle du fonds d'investissement pour aller dans des sociétés qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de recherche et développement, un certain niveau. Vous voyez, il faut des sociétés extrêmement spécifiques. Bien sûr. Quitte à faire du non-coté, je préfère aller chercher de la PME, de l'ETI, qui ne répondent pas à ces conditions-là, mais qui, par contre, vont permettre d'aller chercher de la performance. Je préfère aller viser 7, 8, 9% de performance par an et ne payer souvent à la sortie que les prélèvements sociaux.
finalement on a quasiment la même fiscalité que sur le PEA, ce qui est quand même un paradis fiscal absolument incroyable, plutôt que d'aller chercher 25% de réduction fiscale à l'entrée, derrière de faire quelques pourcents de performance, voire même des moins-values, et au final sortir avec 2-3% de perf, parfois même des grosses moins-values. Sur ce sujet performance, un invité un jour sur le plateau de Smart Patrimoine a dit il ne faut pas se faire d'illusions, l'administration fiscale fait rarement de cadeaux. Si jamais il y a un gain fiscal, il y a souvent un risque de l'autre côté quand même. Mais c'était peut-être même moi qui vous l'ai dit. Ah, c'est possible. C'est un exemple que j'utilise vraiment extrêmement souvent. Les Français n'aiment pas payer d'impôts. Alors, c'est très personnel de dire je paye trop d'impôts, mais énormément de monde dit je paye trop d'impôts, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Quand on fait du bon conseil en gestion de patrimoine, on s'en occupe toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut créer des holdings pour les chefs d'entreprise, on peut jouer sur la forme sociale, on peut jouer sur un arbitrage entre dividendes et salaires, on peut faire passer énormément d'avantages personnels, totalement légaux, je précise, bien sûr, sur la société qui permettent justement d'optimiser la rémunération. Ça, c'est du vrai travail en gestion de patrimoine. Par contre, contacter des clients en fin d'année et leur dire vite, monsieur, madame, c'est la fin de l'année, on découvre le 23 décembre que vous allez payer de l'impôt sur vos revenus 2023, donc il faut faire un produit de défisc. Ça, c'est le niveau 0 du conseil en gestion de patrimoine. Donc il faut aller chercher des produits, il faut travailler, on va dire, toute l'année sur sa fiscalité. De l'impôt, vous en paierez en 2023, sur vos revenus 2023, sur vos revenus 2024, sur vos revenus 2025. Il faut faire une stratégie qui va modifier la façon de laquelle vous percevez les revenus, mais surtout ne pas chercher la carotte fiscale sur du produit, parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Donc on ne peut rien faire d'ici le 31 décembre, François-Xavier Soeur, pour optimiser sa fiscalité. Alors je sais que le sujet de votre intervention, c'était de dire effectivement la défiscalisation n'est pas le meilleur guide pour construire son patrimoine. Pour autant, est-ce qu'on peut réussir parfois à réunir les deux mondes ? Je vais reprendre ce que vous disiez. Peut-être pas en décembre, mais... Voilà, je vais reprendre ce que vous disiez juste avant. Il faut que lorsque l'État vous donne un avantage fiscal, c'est que vous ne seriez pas allé sans. Donc il faut aller vers des produits où vous savez qu'avec avantage fiscal, ça a un intérêt. On peut parler par exemple de l'épargne retraite. L'épargne retraite, si vous êtes dans un objectif d'épargne jusqu'à la retraite et que vous avez des gros revenus sur l'année 2023, commencez à ouvrir un plan épargne retraite qui va impacter vos revenus 2023, peut avoir un intérêt. Mais l'intérêt de l'épargne retraite, moi ce que je vous conseillerais par exemple, c'est plutôt de faire un versement en 2023 et de faire par contre à partir de 2024 tous les mois un versement. Oui. De façon à moduler votre point d'entrée et à avoir quelque chose d'offensif. Si jamais il vous reste 10 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à la retraite, soyez offensif, prenez des risques. Certaines années, vous prendrez des moins 20, des moins 30, mais sur du long terme... Donc on n'est pas dans un investissement à la dernière minute en 2023, mais dans un début de stratégie pour la suite. Exactement. C'est ce qui change tout. Toujours du long terme, ce n'est jamais une approche produit, c'est toujours une approche stratégique patrimoniale. Sinon, c'est là qu'on fait les mauvais choix. Bon, alors on a pris l'exemple du non-coté, il y avait d'autres exemples qu'on pouvait prendre, mais on n'aura pas le temps de les citer, mais on a compris effectivement votre point, c'est ne pas simplement regarder la fiscalité quand on veut faire des choix en investissement, mais regarder au global. Merci beaucoup François-Xavier Soeur, je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine, merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.